Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Canon Français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la conférence que j'ai donnée au FinTech QC 2021. C'était une conférence sur les FinTech et j'ai apporté une présentation sur l'essor du DeFi dans le marché des FinTech. Alors, bien entendu, vous me connaissez, je suis Quentin Caillo, architecte de solutions et conseiller en technologie blockchain. Et vous pouvez me contacter par courriel, LinkedIn, mais si vous écoutez la vidéo et que vous aimez le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, en 2021, les banques existent encore. Pourquoi? Je ne le sais pas. Et c'est ce que je disais à ma fille de 6 ans la dernière fois. Elle me demandait c'est quoi une banque? Et je ne voulais pas lui répondre parce que je me disais que de son vivant, elle ne devrait jamais interagir, elle ne devrait plus dans le futur interagir avec une institution financière, que ce soit physiquement ou par téléphone. La plus vieille banque du monde au Canada est la Banque de Montréal et elle a été créée en 1817. À l'époque, on créait également le premier vélo. Et dans la même génération ou dans les mêmes temps, on créait également le Morse qui allait permettre de développer dans le fond le réseau de télécommunications dans le monde. Les banques, à l'époque, avaient une vraie valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que l'argent était physique, il était tangible, on pouvait le toucher, et c'était nécessaire parce que ça permettait de garder et de protéger l'argent de la population. À l'époque, les foyers avaient vraiment de l'argent et ils n'étaient pas endettés comme aujourd'hui. Les banques permettaient également de financer certaines entreprises et de partir des compagnies, des startups, et elles permettaient également d'offrir des vraies opportunités d'investissement aux différents foyers, comme je le disais, qui avaient de l'argent et qui n'étaient pas endettés. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est un actif parmi tant d'autres. On a différents investissements, que ce soit des actions, que ce soit des REER ou que ce soit des fonds d'investissement, des immeubles, des cryptos. Donc, les fintechs, dans le fond, à travers les années, nous ont permis à mieux pouvoir interagir avec l'argent, avec que ce soit des devises, que ce soit du cash, ou que ce soit des devises ou que ce soit de l'investissement. Cette technologie nous a permis, dans le fond, de pouvoir de créer une couche d'abstraction et de pouvoir gérer tous ces actifs-là depuis le confort de notre maison. Le problème, c'est que les fintechs sont basés sur un système économique et un système financier qui, si on devait leur donner une note aujourd'hui, serait un double F. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de failles et de faiblesses dans le système économique et le système financier actuel. Il y a beaucoup d'utilisation d'intermédiaires, les sources d'informations sont fragmentées. Dans une institution financière, vous pouvez avoir 5 identités différentes dans différents secteurs de la même institution financière. Il y a un gros retard sur l'innovation, il y a des failles de sécurité. Dans les dernières années, il y a beaucoup de banques qui ont été piratées et dont les données ont été justement piratées. Et donc, il y a des tendances à engendrer la fraude, comme toutes ces banques qui doivent payer, dans le fond, des frais parce qu'ils ont participé à des activités criminelles comme le blanchiment d'argent. Est-ce que les fintechs, pour autant, sont en danger? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs sur le marché, dans différents secteurs. Dans le secteur de la valeur ou de la monnaie. Au début, il y avait l'or, ensuite, il y a eu les devises et actuellement, il y a Bitcoin et les crypto-monnaies. Au niveau de la technologie, il y avait le banking, il y a les fintechs actuellement, mais de plus en plus, le DeFi vient prendre une plus grosse part de marché. Et également, au niveau de l'investissement, beaucoup de compagnies investissent dans les innovations technologiques comme l'intelligence artificielle ou le cloud. Mais le plus gros investissement actuellement est au niveau des fintechs. Mais la différence qu'il y a, c'est que la technologie blockchain fait partie des fintechs. Et l'investissement qui est fait au niveau de la technologie blockchain est beaucoup plus gros, beaucoup plus important que le marché des fintechs actuellement. Et pour comprendre le DeFi, il faut passer par 3 étapes différentes. Il faut comprendre c'est quoi le Bitcoin et la blockchain, les contrats intelligents, les crypto-monnaies et les finances décentralisées. Donc, sans entrer un peu dans les débats autour de la consommation d'énergie du Bitcoin et tout ça, il faut savoir que le Bitcoin est tout simplement une nouvelle forme d'argent qui est 100% décentralisée, 100% digitale et qui n'est pas garantie par une institution, par une organisation ou par un pays. Cette nouvelle forme d'argent
utilise une technologie qui est la technologie blockchain, qui est un registre décentralisé sur différents réseaux Internet et qui permet de valider les transactions. On est en mesure de s'assurer qu'une transaction a bien été effectuée à un moment précis. On est en mesure de auditer toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain et chaque transaction est immutable, donc on ne peut pas la modifier. Et tout ça est vérifiable avec une grande transparence, ce qui permet d'avoir une meilleure confiance de ce nouveau système monétaire qui est en train de grossir de plus en plus. Mais Bitcoin est juste la première génération de crypto-monnaies. Il y a une deuxième génération et d'autres crypto-monnaies. Cette deuxième génération nous a amené les contrats intelligents. Et un contrat intelligent est tout simplement du code informatique qui va s'exécuter sur la blockchain et qui va permettre de représenter les termes et les conditions d'un contrat traditionnel. Donc, une fois qu'on automatise ces différents contrats-là, on arrive aux finances décentralisées. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez chercher un service financier, que vous allez chercher une hypothèque ou que vous allez chercher une marge de crédit, vous signez un contrat avec votre institution financière. Et ce contrat peut être automatisé pour devenir un contrat intelligent. Et une fois qu'on a reproduit, dans le fond, ces différents contrats-là et qu'on les a automatisés avec la blockchain, on est en mesure d'avoir une finance décentralisée, donc avoir une finance qui n'a plus d'autorité au niveau d'une organisation. Il y a beaucoup plus de flexibilité au niveau des différentes personnes qui veulent utiliser ou bénéficier de ces services financiers-là. Mais quelle est la place des fintechs dans l'écosystème du DeFi? Eh bien, c'est là que les entreprises fintech doivent revoir, dans le fond, leur processus pour savoir où est-ce qu'elles vont cadrer dans, justement, ces nouveaux écosystèmes. Est-ce qu'ils vont plus être utilisés au niveau applicatif, au niveau des serveurs, au niveau des services, ou alors au niveau de la blockchain pour faciliter l'interaction avec la blockchain ou avec les contrats intelligents? Tout ça parce que les fintechs ne fonctionnent pas malheureusement pour tout le monde. On l'a vu justement dans le Africa Special, 3,6 milliards de personnes n'ont pas accès à Internet actuellement. 1,7 milliard de personnes n'ont pas accès à un compte en banque. Et quand on voit qu'on est 7,8 milliards de personnes sur Terre, on comprend que Bitcoin, les cryptos et le DeFi sont là pour donner accès à ces services financiers, à ces opportunités d'affaires à plus de 3,6 milliards de personnes. Et les fintechs, dans le fond, peuvent contribuer justement à pouvoir augmenter cette possibilité, à pouvoir augmenter cette accessibilité de cette technologie-là, parce qu'il y a un gros financement, un gros investissement qui est fait au niveau de la blockchain. L'investissement qui est 100% fintech est sur le déclin, donc il est en train de redescendre. Et lorsqu'on regarde justement ce graphique de KPMG, on voit que entre 2017 et 2018, il y a eu un gros boom, un gros investissement au niveau des fintechs. Pourquoi? Parce que c'est lorsque Bitcoin était populaire et que la blockchain, l'écosystème de la blockchain était en effervescence, où Bitcoin est arrivé à 20 000 dollars en janvier 2018. C'est là qu'il y a eu un gros investissement, mais malheureusement, par la suite, on est arrivé dans le bear market et l'investissement a diminué. Mais les prédictions, les tendances qu'on est en train de voir, c'est que l'investissement au niveau des fintechs va augmenter et risque d'atteindre 150 milliards de dollars dans les prochaines années. Mais il faut faire attention au niveau des tendances et des projections, parce qu'on parle de projections en termes de fintech, mais ce qui est en train de se développer au niveau des fintech est en train de se développer également au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, du DeFi, ce qui est au niveau du paiement, ce qui est au niveau de intégrer les finances dans différents secteurs comme l'identité numérique, comme le supply chain. On est en train de créer de nouveaux marchés au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies. On est en train également de revoir la manière dont les entreprises vont être financées. Donc, lorsqu'on voit dans les tendances 2021, on voit que les cryptos sont juste un aspect des différentes tendances, mais lorsqu'on regarde dans l'écosystème de la blockchain, on voit que tous ces différents secteurs sont touchés et sont en train de grossir massivement. Mais quelles activités sont visées en tant que telles par le DeFi? Eh bien, ce sont des activités qui sont quand même assez simples. On parle d'être en mesure de posséder, d'être en possession de ses actifs sans passer par un intermédiaire, être en mesure de gérer son argent sans passer par une banque.
On parle d'un investissement qui serait, encore une fois, disponible à tous. Donc, actuellement, tout le monde dans le monde ne peut pas acheter une action d'Apple, par exemple. Mais il y a de nouveaux actifs au niveau de la blockchain qui sont des actifs synthétiques qui permettent de prendre une action d'Apple de, par exemple, 1 000 $, la découper en différentes actions et de créer un marché secondaire pour que tout le monde puisse justement investir dans un pourcentage de l'action de Google. Il y a les services qui sont très faciles au niveau de l'épargne. Donc, au lieu d'aller chercher un 2-3% si j'épargne avec ma banque, ben, si j'épargne dans le monde du DeFi, je vais aller chercher un pourcentage qui peut varier entre 8 et 20%. Également, lorsque j'épargne, ben, cet argent-là peut être mis à contribution pour des personnes qui veulent contracter différents prêts. Alors, ce ne sont pas des prêts hypothécaires, bien entendu, mais ce sont des prêts, comme on l'a vu encore une fois dans le Africa Special, des prêts de 5 ou 10 000 $ qui vont permettre, dans le fond, à une personne de partir sa start-up et qui peuvent avoir un meilleur retour sur investissement que si on laissait notre argent à la banque. Et pour la personne qui va rechercher ce prêt-là, eh bien, au lieu de payer 33% d'intérêt, ben, ça peut être justement un 8% d'intérêt qui va être couvert au niveau du DeFi. Et bien évidemment, le DeFi également, c'est évidemment le transfert de valeur, comme on a vu au niveau des NFT. Donc, faciliter ces marchés secondaires-là pour transmettre de la valeur d'une personne à une autre. Et ce qu'on peut voir dans le fond, c'est que le marché du DeFi, et ça, ce sont des chiffres qui étaient présents, qui étaient accurate avant justement la grosse chute qu'on a eue. Mais à l'époque, le marché du DeFi était de 125 milliards de dollars et le marché global de la crypto, de la blockchain, était de 2,2 trillions de dollars. Donc, ce sont des grosses capitalisations qui sont bien plus grosses que le marché des fintechs. C'est pour ça que lorsqu'il y a l'investissement qui arrive au niveau des fintechs, bien, il y a une grosse partie de cet investissement-là qui s'en va directement au niveau de la blockchain et justement des finances décentralisées. Et pourtant, les experts comme KPMG, comme Gartner, comme Forrester nous disent que la blockchain n'est pas encore arrivée à maturité. Et on le sait bien évidemment, nous qui sommes très impliqués ou très au courant du développement de la blockchain Cardano. Nous sommes loin d'être arrivés à maturité au niveau de la blockchain Cardano et de l'écosystème en entier. Et on se dit qu'on prévoit qu'entre 2025 et 2030, c'est là que la blockchain va arriver à maturité et c'est là que les différentes industries, les différentes compagnies vont commencer à développer beaucoup plus de produits au niveau de la blockchain et intégrer la blockchain au niveau de leur secteur d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est un marché qui est en essor et il y a encore plus d'investissement qui va se faire au niveau du DeFi qu'au niveau des fintechs. Mais est-ce que c'est la fin ou la mort des banques et des institutions fintech traditionnelles? La réponse, c'est oui, mais. Oui, parce que les choses vont changer. Les différentes banques et les différentes fintech, entreprises fintech, doivent justement s'améliorer et s'adapter justement à leur nouvelle réalité. Elles peuvent être comme cet économiste qui a gagné un prix Nobel, qui disait qu'en 2005, il disait en 98, il disait que quand on va arriver en 2005, on va voir que l'Internet aura passé date, que c'est juste une tendance qui va passer et qui n'aura pas un gros impact dans notre vie. Et c'est ce que les banques et les institutions financières pensent actuellement. Mais elles se trompent. Pourquoi? Parce que les fintech et la blockchain sont deux technologies qui se ressemblent, qui veulent aboutir la même mission. Parce qu'une fintech, c'est une industrie financière, donc ça peut être une compagnie qui utilise justement une technologie pour ses activités financières. Ça peut être également une start-up qui va aller chercher des parts de marché, dans le fond, de ces grosses institutions financières. Mais la fintech, c'est également une technologie qui est innovante et disruptive, tout comme la technologie blockchain. Et le but de la technologie blockchain, c'est de faire changer, de faire évoluer les institutions financières. C'est de créer de nouveaux modèles d'affaires qui vont permettre que l'institution financière soit gagnante, mais que le client soit également gagnant, donc avoir plus de valeur pour chacun des parties.
Et au niveau, lorsqu'on crée cette valeur-là, lorsqu'on crée ces nouveaux services, ça va tranquillement devenir des standards qui vont être demandés, obligés, qui vont être normalisés pour justement les clients et au niveau du service qu'ils s'attendent de recevoir d'une institution financière. Donc, dans quelle mesure les fintechs peuvent aider à faire évoluer les finances décentralisées? Il peut y avoir des améliorations à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que les fintechs peuvent aider justement à intégrer de nouveaux actifs. Donc, il y a de nouveaux actifs avec les crypto-monnaies, avec le yield farming et toutes les NFT. Donc, on a des nouveaux actifs qui sont créés dans ce nouvel écosystème-là et qui peuvent être gérés, justement, qui peuvent être intégrés aux différentes technologies fintech qui existent actuellement. Également au niveau des métadonnées. Pourquoi? Parce que les métadonnées sont donc ces informations qui entourent une transaction. Donc, si je fais une transaction de 300 dollars en plein après-midi à côté d'un McDo et une même transaction de 300 dollars à 1 heure du matin à côté d'un sex shop, par exemple, eh bien, les métadonnées peuvent donner une différente histoire par rapport à la transaction qui est la même. Et moi, personnellement, je sais quelle transaction des deux je vais préférer raconter à ma conjointe. Également au niveau de l'identification. Alors, l'identification, c'est vraiment de savoir qui a fait la transaction et à qui elle a fait et à qui la transaction a été émise. Donc, c'est cette information-là qui est importante au niveau des fintechs, également au niveau financier. La conformité aux normes. Les technologies fintech sont déjà conformes aux différentes normes qu'on connaît dans le secteur financier, qui sont le KYC, qui sont AML, qui sont ATF et toutes les autres normes financières. Donc, amener justement ces connaissances-là au niveau des fintech à ce nouvel écosystème qui est l'écosystème de la blockchain, qui n'est pas encore assez mature et qui n'a pas encore intégré justement ce respect, cette conformité aux normes, ce serait un gros avantage pour les différentes entreprises fintech et pour la technologie. Et encore une fois, le dernier point, c'est au niveau des contrats intelligents. Donc, les contrats intelligents, ce serait très intéressant d'intégrer justement cette technologie, ces fintechs-là, pour accélérer le processus des contrats intelligents, pour garder le contrôle, pour justement renforcer dans le fond cette notion de décentralisation des différents contrats intelligents. Et donc, les fintechs sont basés, encore une fois, sur un système monétaire, économique et financier qui est un petit peu l'équivalent de l'analogique. Et on sait que tout ce qui est devenu numérique a performé grandement, justement, les technologies qui sont restées analogiques. Donc, le meilleur exemple, c'est le Bitcoin versus l'or. Alors, l'or est justement cette matière ou cet argent qui est analogique. Bitcoin est cet or 2.0, donc cet or numérique qui permet justement d'être transféré beaucoup plus rapidement n'importe où dans le monde et qui permet d'être conservé par justement la personne. Donc, pas besoin d'avoir un intermédiaire pour garder nos Bitcoins. Tandis que l'or, garder de l'or à la maison, ben, ça prend de la place, ça prend des camions pour le transporter et ce n'est pas très convivial dans cette ère, dans ce nouveau monde qui est un monde digital. Et donc, les finances décentralisées qui sont basées justement sur le Bitcoin et la technologie blockchain amènent justement de nouvelles fondations qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus technologiques et beaucoup plus accessibles à tous. Et encore une fois, c'est une technologie qui fit mieux dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde, encore une fois, digital, et dans le futur, pour nos enfants qui, justement, vont beaucoup plus interagir de manière digitale que physiquement en se rendant à une institution financière pour demander un prêt à un conseiller financier. Alors, les fintechs, l'avantage, c'est qu'ils ont justement suivi un petit peu comme la notion de Apple et de Steve Jobs, qui était de savoir ce que le consommateur a besoin et de faire le chemin inverse vers la technologie. Au niveau des fintechs, on a pris le chemin inverse. On est parti de la technologie, on a trouvé des choses qui sonnaient bien technologiquement, mais pour le consommateur, c'est très difficile d'intégrer justement le marché de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, les fintechs sont en mesure de pallier, de faire ce gap, de faire ce pont entre justement les finances décentralisées
et la technologie FinTech. Et également, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les organisations qui amènent l'innovation. Ça va être les personnes qui ont participé à ma conférence au FinTech Québec, les personnes comme vous qui regardez ma conférence sur ma chaîne YouTube. C'est vous qui allez amener cette innovation-là. C'est vous qui allez intégrer ce changement, qui allez l'amener au niveau de votre compagnie pour faire changer les choses. Donc, c'est très important justement. Et c'est pour ça que je fais ce genre de formation-là et je fais ce genre de conférence-là pour justement que le changement vienne au niveau des personnes et non pas des compagnies. Alors, je termine là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez-la avec le maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Cardano Français. Peace.